Amoureux du foot, bonjour. La saison 2024-2025 vient de rendre son verdict en Ligue 1. La plupart des regards se tournent vers le Paris Saint-Germain, vainqueur du 13e titre de son histoire. On salue aussi le retour en forme de Marseille, ou bien encore les belles performances de Nice, Lille et Strasbourg. Mais à titre personnel, j'ai plutôt envie de regarder vers le bas et de parler des choses négatives, en l'occurrence de Montpellier. Alors qu'il célébrait au cours de cette saison son 50e anniversaire, le club de la Paillade a fini bon dernier du championnat. Relégable pendant 31 journées sur 34, dont 25 passées en tant que lanterne rouge, il mérite incontestablement de descendre. C'est pourtant étonnant, vu la qualité relative de son effectif sur papier. Présent parmi l'élite depuis 2009, il aurait dû finir, comme à son habitude, dans le ventre mou. Cette relégation en Ligue 2 est la 4e de l'histoire de Montpellier et probablement la plus douloureuse. Mais aussi et surtout, elle correspond à un véritable record. Le MHFC n'a gagné en tout et pour tout que 16 petits points, 4 victoires, 4 nuls et 26 défaites. Jamais en plus de 80 ans, un club n'avait engrangé aussi peu d'unités au cours d'une saison, pas même des petites structures comme Istres et Erlavignon. C'est accablant de dire ça, 13 ans après son éblouissant titre de champion de France qui avait compromis le début du règne du PSG version Qatari, Montpellier rentre cette fois-ci dans les annales du championnat d'une bien triste manière. Seules 6 autres équipes ne sont pas parvenues à remporter au moins 20 points au cours d'un exercice complet. Au cours de cette vidéo, nous allons revenir sur ces 7 saisons cauchemardesques. Mais avant de débuter pleinement l'exposé, je tiens à préciser une chose importante. Il se peut qu'en consultant les archives, vous voyez davantage de clubs avaient moins de 20 points, comme Rouen en 1978 par exemple. Mais cela s'explique parce que pendant très longtemps en Ligue 1, une victoire n'offrait que 2 unités au lieu de 3. J'ai donc pris soin d'établir mes calculs avec les barèmes d'aujourd'hui pour éviter les incohérences. À présent que les choses sont claires, je vous souhaite à tous un bon ballon d'air pur. Sochaux a disparu des radars récemment et n'est plus en Ligue 1 depuis plus de 10 ans. Mais il a pourtant pendant longtemps été le club ayant le plus de présence au sein de l'élite et a même remporté le titre à 2 reprises. Cela ne l'a cependant pas empêché d'être le premier à empocher moins de 20 points au cours d'une saison. Cette histoire s'est passée en 1945-1946, premier exercice après la Seconde Guerre mondiale. Après n'avoir tout simplement pas participé aux 2 éditions précédentes à cause du conflit, Sochaux retrouve la compétition. C'est à l'époque un gros club puisqu'il a déjà gagné 2 Ligue 1 et une Coupe de France. Pourtant, contre toute attente, le FCSM vit une saison calamiteuse. Malgré le retour de son attaquant vedette Roger Courtois, qui avait fui en Suisse à Lausanne pendant la guerre, il essuie défaite sur défaite. Pire défense du championnat, avec 79 buts encaissés en 34 matchs, il réussit cependant à faire match nul avec Lille 0-0, Saint-Étienne 4-4 et Roubaix 2-2, qui sont les 3 premiers cette saison. Mais c'est insuffisant pour se maintenir. En dépit de ses efforts, l'entraîneur-joueur Étienne Matler, qui a par ailleurs été international français à 46 reprises au poste de défenseur central, ne peut que constater les dégâts. Son équipe ne gagne que 4 victoires pour 7 nuls et 23 défaites, ce qui lui attribue 15 points à l'époque et 19 aujourd'hui avec notre barème actuel. On dit souvent que la toute première saison de l'histoire d'un club en première division est extrêmement difficile. Ce n'est pas Brest qui dira le contraire. Sous la houlette d'Alain de Martigny, qui était à la fois entraîneur et milieu de terrain de son équipe, le Stade brestois effectue ses premiers pas en Ligue 1
au cours de l'exercice 1979-1980. L'apprentissage se révèle très rude. Accueilli dans l'élite par 5 défaites consécutives d'entrée de jeu, Brest perd tout espoir de maintien très vite. Bon dernier du championnat pendant toute la saison, il n'obtient sa toute première victoire qu'à la 19e journée contre Lyon 5-1 et accuse l'équivalent aujourd'hui de 12 points de retard sur le premier non relégable dès la trêve. Terrassé notamment 7-0 à Sochaux et 5-1 à domicile par Valenciennes, le stade brestois réussit cependant à cartonner Marseille 7-2 lors de la journée de clôture du championnat. L'OM l'accompagnera d'ailleurs en Ligue 2 dans la foulée. Brest n'empoche au total que 19 points, et ce malgré l'efficacité de son attaquant yougoslave Dragovabec, auteur de 17 buts en Ligue 1. On peut aussi noter la présence au sein de l'effectif du jeune défenseur Yvan Leroux, qui fera plus tard les beaux jours de Monaco et Marseille et remportera l'Euro 1984 avec les Bleus. En revanche, le recrutement du meneur de jeu et international français Laurent Creuseré aura été un vrai flop. Le nom de Gervais Martel est synonyme de période prospère, voire d'âge d'or pour Lens. Pourtant, il faut savoir que la toute première saison du président à la tête du RCL fut calamiteuse. Déjà sauvé de justesse de la relégation l'année précédente, les 100 et or, ou alors meneur de jeu, Philippe Vercruysse partir à Marseille au cours de l'été 1988. Cette perte va leur causer terriblement de dégâts. Entraîné par un inconnu du nom de Jean Parisot, qui ne fera pas long feu dans le football, Lens n'apparaît pas décroché dès le début. Il obtient sa première victoire dès la 4e journée à Saint-Étienne, 4-2, et ne subit pas de longue série de défaites. Ce n'est qu'à la 13e journée qu'il tombe pour la première fois à la 20e et dernière place. Dès lors, c'est le début de la fin. Malgré un succès tonitruant contre son adversaire direct Caen, 5-0, lors de la 18e journée, le RCL ne parvient jamais à s'extirper de ce statut de lanterne rouge. Accusant 8 points de retard sur le premier non relégable à la trêve, il concède ensuite pas moins de 9 revers consécutifs de la 21e à la 29e journée. C'est catastrophique. Pire attaque du championnat, avec 32 buts marqués, et pire défense, 73 buts encaissés, Lens n'empoche que 7 points lors de la phase retour, soit seulement 17 au total. Jusqu'à Montpellier, c'était le pire record en Ligue 1. Toutefois, les 100 et or ont disputé 38 matchs de championnat cette saison-là, contre seulement 34 en 2024-2025 pour les Montpelliérains. Ce sont donc eux qui ont le plus faible rendement de l'histoire, avec 0,45 points pris par match contre 0,47 en moyenne pour Montpellier. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Istres, Arles-Avignon et le Gazélec Ajaccio ne figurent pas dans cette liste malgré la petitesse de leurs infrastructures. En revanche, c'est le cas de Troyes. Dans une édition 2015-2016 de Ligue 1 pourtant très faible, l'Estac, habitué à pratiquer l'ascenseur entre les deux premières divisions, se couvre de ridicule. En effet, les Troyens se révèlent incapables de trouver le chemin des filets pendant 19 rencontres sur l'ensemble de la saison. Ils ne réussissent à obtenir leur toute première victoire qu'à la 22e journée, ce qui est un record. Mais aussi et surtout, ils s'inclinent contre Paris 9-0 au stade de l'Aube. C'est la pire défaite d'un club de Ligue 1 à domicile de toute l'histoire. Sur le plan du football pur, ce Troyes-là est probablement encore plus faible que le Montpellier d'aujourd'hui. Il ne possède absolument aucun joueur de talent dans son effectif, hormis Benjamin Nivet, âgé à l'époque de 38 ans. Son meilleur buteur, Corentin Jean, ne parvient pas à inscrire plus de 5 buts en Ligue 1, c'est dire. Vraiment une saison cauchemardesque pour les Stacks. J'ai hésité à incorporer Toulouse dans cette vidéo à cause du fameux coronavirus qui a conduit les dirigeants à arrêter le championnat de France après 28 journées. Mais il faut bien avouer qu'avec seulement 13 points engorgés jusqu'ici et une moyenne de 0,46 unités prises par match, le TFC de cet exercice mérite de faire partie des cancres. Présent en Ligue 1 depuis 2003, Toulouse est un club du ventre mou, mais il peine de plus en plus, depuis quelques saisons déjà, à se maintenir. Or, quand on flirte à plusieurs reprises avec la zone de relégation, on finit toujours tôt ou tard par tomber. Les Violets débutent pourtant bien le championnat, puisqu'ils se retrouvent 10e au soir de la 5e journée avec 8 points au compteur.
Mais une série noire de 11 défaites consécutives, de la 11e à la 21e journée, les plombe complètement. Par ailleurs, à peine stoppe-t-il l'hémorragie par un nul obtenu à Amiens, 0-0, qu'il replonge illico pour une nouvelle série de 6 revers d'affilée que seul le coronavirus va arrêter. C'est assez incroyable de voir un club conquérir moins de points en 23 matchs qu'en 5. Distancé de 17 points par le premier non relégable, Toulouse n'a bien évidemment aucune chance de s'en sortir, arrêt Covid ou pas. Néanmoins, on ne saura jamais s'il aurait fait pire que Montpellier, vu sa dynamique si néfaste. Présent en Ligue 1 depuis 2015, Angers a su montrer de belles valeurs de combativité et s'imposer comme une équipe difficile à jouer pendant plusieurs saisons, à défaut d'avoir du talent. Mais pour cela, il faut des cadres. Or, au cours du mercato estival 2022, le SCO perd son principal taulier, le milieu de terrain Thomas Mangani. Si on ajoute à cela des moyens très faibles pour recruter, il y a de quoi inquiéter les supporters. Toutefois, ceux-ci ne s'attendent pas à ce qui va suivre. Après un début de saison poussif, Angers se maintient difficilement à la 14e place à l'issue des 8 premières journées. Mais il récolte ensuite pas moins de 13 défaites consécutives. C'est encore plus long que la série de Toulouse 3 ans plus tôt. Personne n'a fait pire dans l'histoire de la Ligue 1. Doté d'un effectif très limité malgré la présence de Sofiane Bouffal et Nabil Bentaleb, le SCO se fait battre par absolument tout le monde, à part Auxerre qui descendra lui aussi dans la foulée. Pire défense du championnat, avec 81 buts encaissés, il sombre en deuxième division avec seulement 18 petits points et 28 défaites sur 38 rencontres au compteur. Enfin, on arrive à Montpellier. Contrairement à la plupart des autres équipes citées précédemment, le MHFC n'apparaît pas comme un candidat au maintien lors de l'été 2024. On le voit plutôt autour du ventre mou, comme d'habitude, surtout que les effectifs de certains clubs comme Auxerre, Le Havre et Angers paraissent très faibles sur le papier. La descente est donc d'autant plus dure à avaler pour les supporters. Dès la 8e journée après une défaite 5-0 à la Mosson contre Marseille, le président Laurent Nicolin tente un électrochoc en limogeant Michel Derzakarian pour Jean-Louis Gasset. Malheureusement, malgré sa grande expérience et le plein soutien de toute la direction, cet ancien de la maison ne va réussir aucun miracle. Montpellier reste pourtant dans la course pour le maintien bien plus longtemps que Troyes, Toulouse et Angers cités précédemment. Il s'extirpe de la place de lanterne rouge pendant une courte période et se retrouve même à seulement 3 points du premier non relégable au soir de la 19e journée. Mais il a déjà empoché 15 unités. Cela signifie qu'il ne va en prendre plus qu'une seule au cours des 15 matchs restants. C'est incroyable de dire ça. Le club de la Paillade essuie 11 défaites consécutives de la 20e à la 30e journée. Tout le monde lui marche dessus, à l'image de Saint-Étienne qui le bat 2 fois et finit pourtant avant-dernier. Cela en dit long sur la faiblesse de l'équipe. Plusieurs joueurs sous-performent à l'image de TJ Savanier. Wabi Kazri est pour sa part vivement critiqué pour son hygiène de vie et son manque d'implication. Pire attaque de la saison de loin avec seulement 23 buts inscrits, le MHFC joue pas moins de 19 rencontres sur 34 sans trouver le chemin des filets. Avec tout ça contre lui, il n'avait aucune chance de se maintenir. Pour conclure, je tiens à préciser que je n'ai rien contre Montpellier. Ce club nous a offert pas mal d'émotions et de spectacles sur et en dehors des terrains, surtout autour de son ancien président Louis Nicolin. Si la descente fait partie du jeu, c'est toujours triste de voir une équipe perdre autant de matchs et offrir si peu de victoires à ses supporters. J'espère donc que le MHFC va vite se relever et digérer une telle crise, mais franchement j'en doute fort. C'était Lozaru, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau blanc d'air pur.